Bonsoir à tous, nouvelle édition spéciale de votre 19-20 Bourgogne, au lendemain du deuxième tour des élections départementales. Dans notre région, seule la Nièvre reste à gauche. Hier soir, la droite a repris l'avantage dans le département de la Saône-et-Loire. Dans le canton de Louhans, la défaite du président sortant Rémy Chintron était attendue, mais l'écart a surpris même ses adversaires, en tout cas plus que les électeurs rencontrés ce matin par Damien Boutillier et Romy Ouachuk. Forcément, un lendemain d'élection sur un marché, on ne parle que des résultats, surtout à Louhans. Car outre le fait que le département a basculé à droite, Rémy Chintron, le président socialiste sortant du Conseil général, a été battu sur son propre canton. Et ici, ça ne surprend pas. Non, pas du tout. C'est tout à fait normal, compte tenu des exactions du gouvernement actuel. Pas s'étonner. Hein. Non, ça ne me surprend pas. Fallait que ça change. C'est normal, oui, c'est une suite logique. Oui. Alors forcément, du côté du binôme UMP qui a remporté le canton, le marché ce matin a un petit goût particulier. Il savoure, surtout qu'il s'impose avec 66,30% des suffrages, soit 2642 voix d'écart. On ne pensait pas que l'écart serait aussi important et c'est vrai que on s'en réjouit. On a fait une campagne de terrain, de proximité et je pense que ça a payé. Une large victoire donc pour la droite, la suite logique d'une implantation politique réussie. Petit retour en arrière. En 2008, Anthony Vado vient de prendre la mairie de Branges. Il est alors l'un des plus jeunes maires de France et il affiche ses ambitions. 7 ans plus tard, Paris réussit. Il accède au conseil départemental, mais il va devoir faire des choix. Déjà, je continue l'activité de maire de Branges et de président de la communauté de communes Cœur de Bresse. J'ai 2-3 autres casquettes intercommunales pour lesquelles on va essayer de s'arranger assez vite. Et là, on travaille déjà à la mise en place des nouvelles instances dirigeantes au niveau du département. Une vice-présidence ? Les choses sont encore pas discutées sur cet angle-là. Rendez-vous donc jeudi à Mâcon pour l'élection du nouveau président et des vice-présidents. Candidat naturel à la présidence, André Acari, ex-chef de file de l'opposition, mais un autre nom circulait. Sébastien Martin, président du Grand Chalon, élu à Givry contre le Front National avec près de 76% des voix. Stéphane Robert, Isabelle Rivière. Avec 76% des voix sur le canton de Givry, Sébastien Martin est un conseiller départemental nouvellement élu. Heureux. Mais ce score peut-il pousser le patron du Grand Chalon à la présidence du département, lui qui est en poste depuis moins d'1 an? J'ai toujours été un faiseur de rassemblement et d'union. Il y a 1 an, ça a été le cas à Chalon. Aujourd'hui, sur ce canton, je pense que c'est le cas aussi. On a su rassembler très large, avec 75% au premier tour. Pour maintenant l'organisation du département, je serai aussi quelqu'un qui participera au rassemblement et à l'union. Aujourd'hui, il appartient à André Acari de mener les discussions. Il a été le leader de l'Union pour l'avenir de la Saône-et-Loire et de cette campagne. C'est à lui de réunir les conditions du rassemblement auquel je souhaite pleinement participer. Pas candidat donc, mais il y a fort à parier que l'un des hommes forts de cette nouvelle génération de droite visera forcément un poste de choix dans l'exécutif départemental. Dès l'annonce de sa réélection hier soir et l'officialisation de la bascule à droite, André Acari n'a pas voulu se laisser distancer dans cette course au perchoir. L'ancien leader de l'opposition n'a d'ailleurs pas tardé à légitimer sa candidature. André Acari, il y a eu un doute à une certaine période, mais vous serez le seul candidat à l'élection du président du conseil départemental jeudi. Écoutez, je ne sais pas. À ce jour et à cet instant, en tout cas, écoutez, c'est un travail de préparation depuis, je vous dis, de nombreuses années en tant que patron de l'opposition. Alors peut-être que, évidemment, des motivations nouvelles peuvent apparaître, et ça, c'est finalement très humain. Mais en tout cas, je pense que le travail de fond va être reconnu et une certaine légitimité aussi devrait être reconnue. André Acari le sait bien. Dans la coulisse, la menace d'une concurrence à droite a plané un instant. Il devra composer avec les ambitions des nouveaux conseillers de la majorité pour s'assurer le poste de président. Le vote aura lieu jeudi matin. Voici la nouvelle couleur politique de la Saône-et-Loire. Vous allez voir en bleu les cantons à droite, en rose et rouge ceux de la gauche. Éric Sicot, avec cette bascule du département, c'est donc en Saône-et-Loire que l'Assemblée est le plus profondément renouvelée. Oui, c'est logique, mais les chiffres sont impressionnants. On compte seulement 15 réélus, ce qui signifie que le conseil départemental va accueillir 43 petits nouveaux. À droite, des figures comme Jean Girardon ou Gérard Collomb, battus, quittent l'hémicycle. Et c'est André Acari, donc, qui n'a connu
tenu que les rangs de l'opposition depuis son élection en 2004 qui devrait prendre la présidence. Mais c'est bien sûr à gauche que l'on compte le plus de départs, dont ceux de Philomène Bacot, Ghislaine Colombo, Jean-Paul Drapier, Nathalie Leblanc ou encore Joël Marzio. Plus globalement, sur la Saône-et-Loire, cette défaite signe la fin de l'ère Montebourg après son propre retrait de la vie politique, après la cuisante défaite de Rémy Chintron et avec un Thomas Thévenoud toujours contraint à la discrétion. En clair, après les victoires municipales l'an dernier à Châlons, Monceau, Saint-Rémy, Cluny, Louhans ou encore Saint-Marcel, et avec la bascule du conseil départemental, la droite a vraiment repris la main en Saône-et-Loire. Lyon maintenant, avec l'élection d'un binôme au Front National grâce à 60 voix d'avance sur le conseiller sortant de gauche. Qu'attendent les électeurs de ces nouveaux venus? Élément de réponse avec Baziz Djaouti et Claude Eudes. Un ras-le-bol des politiques, une volonté de changement. Voilà ce que disent avoir exprimé les habitants de cette petite commune rurale en votant en majorité pour le Front National. Ici, plus de 2 électeurs sur 3 qui se sont exprimés ont donné leur bulletin aux candidats d'extrême droite. C'est la première fois de ma vie que je vote Front National, mais j'ai voté pour leur faire peur. Et en 2 tours, j'ai voté premier tour, deuxième tour. Peut-être qu'il y a aussi un petit peu marre de toute cette politique qui effectivement ne nous fait plus avancer, ne nous fait pas rêver. Et pour moi, je pense que c'est un vote sanction, point barre. Les gens veulent que ça change, effectivement. Je pense qu'on est tous de cet avis-là. On a envie que ça bouge un peu, on a envie de travailler et d'avoir les moyens de pouvoir se payer certaines choses. Et oui, surtout que ça change. J'avoue que je suis bien triste quand même, parce que les gens ne se rendent pas compte de tout ce que ça implique derrière. Ils verront bien. Ici, comme dans la majorité des communes rurales du canton de Villeneuve-sur-Yonne, le Front républicain n'a donc pas fonctionné. Les électeurs ont choisi de faire confiance à 2 inconnus, 2 novices qui ont su tirer profit du contexte local avec une gauche et une droite divisées, mais aussi nationale. Nous partons de rien ou de pas grand-chose, nous n'avons aucune implantation locale, donc nous avons fait une campagne sur des tout petits moyens. Sur le canton de Villeneuve, par exemple, nous étions une équipe de 4 pour faire la campagne, donc c'est des tout petits moyens. Maintenant, M. Boulot, il est certain qu'il a payé la politique du gouvernement. Une défaite historique, une terrible claque. Cyril Boulot a vécu le pire moment de sa carrière politique. Battu dans sa propre commune, le maire d'hiver gauche de Villeneuve-sur-Yonne est évidemment amer, mais dit aussi vouloir entendre le message des électeurs. Aujourd'hui, on se réveille avec la gueule de bois, puisque le Front National est élu. Et les bisbilles locales qui, depuis 7, 8 mois, 9 mois, ont été très fortes, très fratricides, ont sans nul doute conduit à non seulement démobiliser l'électorat, mais peut-être aussi nous envoyer clairement, mais j'ai envie de dire à tous, un signal fort par un vote de contestation. 60, le nombre de voix qui a fait basculer le canton de Villeneuve-sur-Yonne. Le seul dans Lyon, mais aussi en Bourgogne, à compter des conseillers départementaux Front National. Et dans ce département, la droite détient désormais 18 des 21 cantons. Il y avait hier soir déjà 2 candidats à la présidence, le sortant UDI André Villiers, mais aussi le sénateur et conseiller départemental UMP Jean-Baptiste Lemoine. Nathalie Baffer et Christian Mirabeau. André Villiers pour l'UDI, Jean-Baptiste Lemoine pour l'UMP, 2 hommes pour un seul fauteuil. Au lendemain du second tour, les 2 prétendants au perchoir sont à la manœuvre pour remporter le 3e tour. Le président sortant UDI s'enorgueillit d'être l'artisan de la victoire éclatante de la droite avec son appel au Front républicain. Ça pèse dans les négociations. Si le général qui emmène ses troupes à la bataille revient perdant, il est clair qu'il peut rien demander, donc là c'est pas le cas. La majorité a gagné et donc ça campe une position forte en tout cas pour ma part. À la métaphore guerrière, son adversaire lui répond par une métaphore footballistique. Il juge le bilan du président sortant très mitigé et veut incarner un renouveau. Il y a un sentiment d'abandon parfois. Et donc, nous, les élus de terrain, les élus locaux, nous devons être aux côtés des Iconais, des associations, des entreprises pour les aider à monter leurs projets, à tirer Lyon vers le haut. C'est ça dont on a besoin. Vous le savez, la GIA, on aimerait bien qu'ils rejoignent la Ligue 1. Lyon, c'est pareil. Sauf que Jean-Baptiste Lemoine n'est pas le seul à vouloir incarner l'avenir de Lyon. Le jeune député UMP, Guillaume Larrivé, est en embuscade et s'invite dans la bataille. Il feint de jouer les casques bleus, mais son soutien à André Villiers transparaît assez nettement. Il faut que le sénateur Lemoine et le président Villiers trouvent la manière de s'organiser pour faire du bon travail. Maintenant, je travaille depuis des années avec André Villiers
Et je souhaite pouvoir continuer à travailler avec André Villiers. En filigrane de tout cela, c'est bien la suprématie à droite pour la décennie à venir qui se joue entre les deux jeunes parlementaires UMP, Guillaume Larrivé et Jean-Baptiste Lemoyne. Nouveau suspense intense dans Lyon, Lilian Melet avec ce duel droite-droite. Oui, Lyon illustre parfaitement ce proverbe politique. Plus le gâteau est gros, plus il y a du monde autour. Le conflit est né en 2011, quand une fronde contre l'UMP Jean-Marie Rolland lui a fait perdre la présidence au profit de l'UDI André Villiers. Mais une partie de l'UMP attend l'heure de la revanche. Il y a d'abord eu de longues manœuvres d'approche au moment des investitures, et la rivalité a éclaté au grand jour sur un certain nombre de cantons où deux binômes de droite se sont affrontés, comme Joigny, Saint-Florentin, Sens ou Tonnerre. Et le sprint final, vous l'avez vu, a débuté hier soir avec les annonces de candidature. Il est toujours périlleux d'être régicide. On peut supposer que Jean-Baptiste Lemoyne n'aurait pas annoncé cette candidature s'il ne pensait pas pouvoir fissurer le camp d'en face, voire même bâtir une majorité, ce qui s'est dessiné ce soir avec le deuxième étage de la fusée, un soutien officiel de l'UMP de Lyon qui pèsera lourd sur une majorité composée de 16 UMP, 5 UDI, 13 divers droites et même un modem. André Villiers a annoncé, lui, qu'il n'y aurait pas de réunion préparatoire, histoire de rappeler qu'il a largement gagné les élections et qu'il est donc le seul président légitime. Il faut rajouter, vous l'avez vu dans cette histoire, la place pivot de Guillaume Larrivé qui a placé 6 élus. Il nous disait hier soir vouloir travailler avec le président André Villiers et les mots utilisés sont tout sauf un hasard. Donc on se résume, c'est un fauteuil pour deux, tout le monde est confiant, personne ne se voit mais tout le monde négocie, donc à ce stade on ne peut croire personne. Dans la Nièvre, la gauche résiste avec 10 cantons sur 17. C'est désormais le seul département à rester à gauche en Bourgogne, dirigé par Patrice Joly. Le Parti socialiste et ses alliés comptent à peine 80 voix d'avance. Régis Guillon et Cécile Claveau. Respect, c'est ça. Patrice Joly peut avoir le sourire. Son département résiste et reste en rose comme depuis 60 ans. Une victoire pour le PS et pour des sympathisants issus du terrain. Alors que par le passé, nous avions essentiellement des candidats issus du Parti socialiste, là, la nouvelle nouveau redécoupage des cantons nous a conduit à faire appel à des gens qui avaient notre sensibilité politique de gauche, qui se reconnaissaient dans nos valeurs et qui ont accepté de rentrer en compétition avec nous. L'Assemblée départementale compte désormais 20 conseillers de gauche, 10 de droite et 4 sans étiquette. Pour le PS Nièvre, une victoire oui, mais sur le fil. Patrice Joly en tire les conséquences. On se doit d'être dans un département comme le nôtre, dans une démarche de rassemblement. Nous sommes là pour travailler ensemble et je voudrais le redire aujourd'hui, rassemblement de l'ensemble de ceux qui peuvent être utiles au développement de l'agglomération, de la ville de Nevers et de l'ensemble du territoire départemental. C'est l'appel que je lance aujourd'hui. Pourquoi pas se réunir, bien entendu, essayer de travailler ensemble sur des projets, sur d'autres orientations. Si ça peut améliorer les choses, nous sommes partants. Nous sommes prêts à collaborer. Pour le bien-être du département, évidemment, pour faire gagner la Nièvre, puisque c'est ça notre objectif. La Nièvre, un bout du monde, et surtout ce matin, un îlot rose entouré par des départements qui, eux, ou sont restés, ou ont viré en bleu. Voyons le cas de la Côte d'Or. La droite détient 14 cantons sur 23, avec une progression en milieu rural, comme à Montbard ou encore à Nuits-Saint-Georges. Dans ce dernier canton, détenu depuis plus de 10 ans par la gauche, le conseiller d'hiver gauche sortant a donc connu une défaite amère et surprise. Bintou Sidibé, Tiffen Pfeiffer. Nuits-Saint-Georges, chef-lieu du canton du même nom, est devenu hier soir l'un des symboles du renforcement de la droite dans le département. Une défaite à laquelle Pierre-Alexandre Privolt, conseiller général sortant, ne s'attendait pas du tout. L'élu comptait sur son bilan de 11 ans pour se faire réélire. De retour dans le café où il y a quelques mois il avait lancé sa campagne, le candidat d'hiver gauche cherche les raisons de ce désaveu. Je pense que c'était une élection qui a été très politisée au niveau national et que moi j'ai fait une campagne locale sur les compétences du département, sur le collège, sur nos routes, sur nos maisons de retraite, sur nos crèches. Et je pense que beaucoup d'habitants ont voté contre Hollande. Et donc, j'allais dire, je suis un dégât collatéral, on va dire ça comme ça. Le vainqueur, c'est lui, Hubert Poulot. Aujourd'hui, il était accueilli en héros par ses amis. Avec sa binôme, Valérie Dureuil, ils ont réussi à arracher un fief emblématique de la gauche en Côte d'Or.
Et c'était bien là l'un des objectifs de leur candidature, ramener Nuits-Saint-Georges dans le giron de la droite. Le nouveau canton de Nuits-Saint-Georges, qui est composé bien sûr de son ancien territoire, plus une partie du canton de Gevrey qui a disparu, a un potentiel de développement et des équipements qui sont nécessaires dans l'avenir. Et ce canton était difficilement acceptable d'être dans l'opposition du département. Pourquoi ? Parce qu'on considère que le développement s'assure plus facilement dans des réflexions qui sont menées par la majorité, par une politique du département, et qui porte ses fruits au niveau d'un canton, et puis bien sûr de ses habitants. Cet après-midi, François Sauvadet avait réuni ses troupes au Conseil général. À ses côtés, celles et ceux qui ont permis à l'UDI et l'UMP de s'ancrer un peu plus dans le territoire. Dans les cantons dijonnais, la gauche se maintient et voit même une nouvelle génération socialiste émerger. Pauline Regenbach et Amélie Douai ont rencontré trois d'entre eux. Nathalie. C'est l'heure du débriefing au 2e étage de la mairie de Dijon, après 2 semaines d'élections départementales assez mouvementées. Oui. T'es réveillée ? Je suis un peu fatiguée. Un peu fatiguée, c'est normal, après une soirée éprouvante. Nathalie Kunders, élue à Dijon 2. Hamid El Assouni à Dijon 3 font partie des nouveaux visages socialistes de la capitale des Ducs. Entrée en politique en 2008 lors des municipales, Nathalie Kunders prendra désormais place au conseil départemental. C'est la première fois que je me présente sur mon nom propre, parce que c'est vrai que les élections municipales, on est toute une équipe avec une tête de liste. Donc voilà, c'était important pour moi de pouvoir me présenter sur mon nom. C'est grâce à la gauche que maintenant, 50% de femmes vont siéger, alors qu'on était 13%, enfin 14% avant. Donc c'est important pour notre pays, pour la société en général, et puis pour la Côte d'Or en particulier. Hamid El Assouni, lui aussi en place depuis quelques années à la mairie de Dijon, apprend petit à petit tous les rouages de ce milieu, notamment aux côtés de Pierre Pribetich, élu du Grand Dijon. Le Front de gauche fait 6,65. Je le qualifie de père spirituel. N'y voyez pas de connotation religieuse, mais c'est vrai qu'il a, depuis quelques années, tendance à me prodiguer des conseils. Et on voit le résultat aujourd'hui. Je pense que c'est quand même le résultat d'un travail de collaboration. Félicitations. Invitée sur notre plateau ce midi, Céline Maglica, élue à Dijon 6, siégeait déjà au département et à 39 ans, elle brigue désormais la présidence du groupe socialiste. C'est vrai qu'au conseil départemental, j'étais jusque-là la plus jeune. Je crois que ça ne sera plus le cas, il y aura plus jeune que moi. Nouvelle génération politique, oui, sans doute. De toute façon, il faut un renouvellement. Enfin, c'est bien de trouver l'équilibre entre les deux. Une nouvelle génération d'élus socialistes qui doit assurer la relève si la gauche veut conserver à terme son fief dijonnais. Vous étiez avec nous hier soir aussi pour la soirée électorale de France 3 Bourgogne. Je vous propose de revoir les déclarations marquantes de cette soirée, à gauche comme à droite, en commençant par le ministre du Travail, François Rebsamen. Ce qui est plus inquiétant ce soir, c'est cette poussée, cette vague du Front National qui monte et si on y prend garde, ce parti qui est à part dans la République risque d'emporter les remparts républicains et de faire basculer l'Europe. Voilà, c'est ça qui m'inquiète ce soir à cet instant. Il faut que le gouvernement change de cap. Voilà, c'est une sanction très forte. Manuel Valls ne pourra pas nous dire mardi à l'Assemblée nationale qu'on ne change rien. Le gouvernement est aujourd'hui dans l'échec. Donc soit les résultats arrivent désormais très rapidement, soit il va falloir dardard trouver une nouvelle orientation à la politique gouvernementale. On a quand même un ancrage territorial qui est bien posé. Nous allons continuer. Il va se développer de plus en plus. Donc non, ce n'est pas une défaite. Et donc si on n'entend pas le message qui est passé par les électeurs qui disent « nous on est dans la panade, vous ne vous occupez pas de nous et en plus les pratiques politiques sont à changer », dire on va être candidat à la présidence du conseil départemental et partir au régional après, ça me paraît dangereux. Donc là, il y a un travail de fond que moi je suis prêt à faire avec mes amis et j'y prendrai toute ma place. En revanche, je pense qu'il faut aussi que la droite ne soit pas trop confiante dans une victoire qu'elle n'attribuerait qu'à elle-même. Vraiment, le Parti socialiste ne changera jamais. Je l'entendais tout à l'heure avec une petite impatience quand il a dit qu'il faut tirer des enseignements des scrutins. Le premier enseignement, est-ce que le Premier ministre va s'en aller? Parce que le vrai problème aujourd'hui, du mal de vivre des Français de cette élection de ce soir, c'est quand même bien la gifle qui est donnée par rapport à une politique nationale. Ce n'est pas simplement des enjeux locaux.
Après les départementales, les régionales en fin d'année sont déjà dans toutes les têtes. Éric, les premières déclarations n'ont pas tardé dès hier. Eh oui, il faut dire que le paysage politique a nettement changé. Pas moins de 4 départements de Bourgogne-Franche-Comté ont basculé. Désormais, la droite en détient 6 sur 8. Forcément, cela aiguise un peu plus les appétits pour les régionales. Alain Joyandet, candidat UMP déclaré, a été le premier à se réjouir du résultat en prenant bien soin de féliciter tous les élus des rangs de la droite. Alors tous n'apprécient pas, surtout en Côte d'Or. L'UDI, qui soutient évidemment François Sauvadet, concurrent direct d'Alain Joyandet, a renvoyé celui-ci dans son département de Haute-Saône, dont il aurait mieux fait de s'occuper au lieu de le laisser à la gauche. Il faudra en tirer les leçons, conclut le communiqué. Et certains à l'UMP, comme le Dijonnais François-Xavier Dugourc, demandent des sanctions contre le sénateur côte-d'Orien Alain Houpert, soutien d'Alain Joyandet, accusé d'avoir fait perdre le canton de Talent en présentant des dissidents. À part ça, bien sûr, tous prônent l'union. Et puis pendant ce temps, à gauche, François Patria, lui aussi, a intégré à son vocabulaire les 4 départements franc-comtois. On l'a entendu dans notre édition de 13h. Il se donne un mois pour se décider à se présenter, a-t-il dit. Il veut sans doute vérifier l'état de ses troupes parmi les militants socialistes. Et puis, il y a eu cette rumeur qui voulait qu'Emmanuel Macron soit la tête de liste socialiste, ici même donc. Rumeur qu'il a fermement démenti à Beaune ce matin. Non, il ne sera candidat nulle part, mais selon nos sources, cela lui a bel et bien été proposé, à suivre donc jusqu'en décembre. Le ministre de l'économie était donc en Côte d'Or ce matin. Chez Atoll, Emmanuel Macron a vanté les mérites des lunettes connectées 100% françaises et lancé la semaine de l'industrie. Reportage de Théo Souman et Jean-Louis Saintin. Le problème quand on a perdu ses lunettes, c'est qu'on est obligé de les retrouver pour pouvoir les chercher. Cette phrase de l'humoriste Gustave Parking a peut-être inspiré les ingénieurs d'Atoll qui ont inventé les lunettes connectées. Je suis un petit peu tête en l'air, donc lorsque je vais poser ma lunette et puis qu'éventuellement il va y avoir un journal dessus, avec mon téléphone, je vais pouvoir la biper et donc la retrouver. Et puis, parce que je suis toujours effectivement tête en l'air aussi, à l'intérieur de ma lunette, je peux avoir un petit bouton poussoir qui va me permettre de faire biper aussi mon téléphone. Et ça, c'est une fonctionnalité qui, jusqu'à présent, a été plébiscitée par tous ceux à qui je l'ai montré. L'innovation a été présentée à Emmanuel Macron en janvier dernier au Consumer Electronics Show de Las Vegas. Le ministre de l'économie avait alors promis de venir plus tard visiter l'entreprise à Beaune, promesse tenue ce lundi à l'occasion du lancement de la semaine de l'industrie. Quand on a créé ce site en mai 2007, on est parti de zéro sur l'atelier de montage et donc on a créé au fur et à mesure ces 16 emplois qui permettent de faire tourner l'usine, je dirais, en 3-8. Et l'investissement total en robotique? Aujourd'hui, on est à plus d'1 million d'euros. La priorité de notre action, c'est de réindustrialiser le pays. Et la réindustrialisation, c'est à la fois la relocalisation de forces productives, ce qu'a réussi à faire Atoll, mais c'est aussi la transformation de cette industrie, la fin d'un clivage qui n'a plus cours entre l'industrie et les services, et la définition justement de nouveaux usages par une innovation permanente. Emmanuel Macron a également annoncé une nouvelle loi pour l'été, destinée aux PME, au numérique et à la relance des investissements privés. Des réformes nécessaires, d'après le ministre, pour déverrouiller l'économie française et accélérer la reprise. Le 19-20 continue, l'édition nationale après la météo. Attention aux rafales de vent. L'info en Bourgogne également dans le Grand Soir 3. Et demain dès 9h50 dans Bourgogne-Franche-Comté matin. Très bonne soirée sur France 3.